quand je suis rentrée à la Paix, donc en 63 pour faire mes études d'infirmière, j'ai tout de suite été choquée par l'approche de la mort parce que j'ai vécu quelque chose d'assez douloureux. La preuve, c'est que 45 ans après, je m'en souviens encore très bien. Moi, je venais donc d'un milieu rural où la mort était quelque chose de naturel, puisque j'avais vu mourir mes arrière-grands-parents, et que, bon, à part la peine qu'on pouvait avoir de perdre quelqu'un qui était proche, c'était tellement normal que ça passait comme ça. Et puis mon deuxième stage en tant qu'élève infirmière, j'étais dans un service de médecine générale, j'y étais depuis une semaine, et donc depuis une semaine, je faisais les piqûres d'un vieux monsieur dans une salle commune de 45 lits, que des hommes. Donc tous les matins, je faisais la piqûre et la toilette d'un vieux monsieur dans la matinée. Et puis ce jour-là, on arrive en stage et les infirmières me disent « Tu vas faire tout de suite la piqûre de ce monsieur ». Je me suis demandé pourquoi, mais on ne posait pas de questions et on obéissait à ce moment-là. Et quand je suis arrivée avec ma seringue, donc moi on m'avait appris qu'il fallait parler au malade avant de faire le soin, donc je lui dis « Monsieur, je viens vous faire votre piqûre ». Et puis bien sûr, il ne m'a pas répondu, le brave homme. Et donc, je me suis rendu compte qu'il était froid et qu'il était mort. Et quand je me suis retournée, il y avait tout le personnel de la salle et celui de la salle à côté, à la porte, et qui riaient parce qu'on m'avait fait une bonne blague, quoi. Et j'ai trouvé ça m'a tellement choquée que la mort puisse être considérée de façon risible, alors que pour moi, c'était pas quelque chose de drôle. Donc j'ai vraiment été choquée. Ça a été la première expérience douloureuse parce que je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de mourir sans que ça puisse prêter à des scènes de ce genre. Et puis la deuxième chose, et je pense que c'est ces deux événements-là qui m'ont conduit après par la suite aux soins palliatifs, quand j'étais en service de médecine, un monsieur aussi qui avait un cancer et qui souffrait, mais vraiment le martyr. Et à ce moment-là, la morphine ne s'était pas utilisée. Et donc la seule réponse qu'il y avait, c'était cocktail lithique. Et ce monsieur, tous les jours, quand j'allais lui faire ses soins, il me disait, parce que il trouvait que je ressemblais à sa petite fille, il me disait, mais si j'étais votre grand-père, vous ne me laisseriez pas comme ça, vous feriez quelque chose pour moi. Et donc tous les jours, moi je tannais l'interne en lui disant, ce monsieur il souffre, il faut faire quelque chose. Et puis la visite de l'assistant, réponse cocktail lithique. Et donc je suis arrivée avec ma perfusion pour poser le cocktail lithique à ce monsieur. Et j'ai lu dans ses yeux qu'il savait ce que j'étais en train de faire. Et moi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise parce que je me suis dit, bon d'accord, il ne veut pas souffrir, mais est-ce que vraiment il avait envie de mourir, quoi. Donc j'ai posé ce cocktail lithique, mais vraiment à contre-cœur. C'est le seul que j'ai jamais posé dans ma vie parce que je me suis dit que jamais plus je recommencerai ça. Donc je reprends le fil et quand je suis arrivée donc ici à Paul Brousse et que je savais que le docteur Sebaglanoé faisait de l'accompagnement des personnes en fin de vie, sitôt qu'il y a eu un poste, donc j'ai postulé pour venir là. Donc j'ai travaillé 7 ans avec elle où on a vraiment démarré tout ce qui était soins aux patients en fin de vie. On avait changé énormément de choses dans la prise en charge journalière des patients. Et puis après, donc, ça a conduit à la création de cette unité de soins palliatifs avec le docteur Salamagne. Donc on a prévu bien sûr tout ce qu'il fallait pour faire l'équipement de service, mais aussi on a eu à ce moment-là la possibilité de choisir et de former le personnel avant l'ouverture. Alors on a eu beaucoup de facilités, mais il faut dire aussi que pour l'assistance publique à ce moment-là, c'était un petit peu, pour eux c'était une vitrine et pour nous c'était autre chose. Et puis il y avait aussi, et ça n'a pas été toujours facile à vivre, par rapport au reste du personnel de l'hôpital, une incompréhension. D'abord, souvent, moi je sais qu'on me disait, mais enfin pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux gens qui vont mourir
Et donc on nous prenait un petit peu pour des extraterrestres, quoi. Donc ça a été un peu une période difficile, parce que bon, moi j'étais déjà bien installée dans l'hôpital depuis plusieurs années, donc je connaissais un peu tout le monde. J'avais des collègues qui étaient aussi en même temps des amis et qui à ce moment-là me prenaient un peu pour comprenaient pas, quoi, pourquoi j'étais attirée par ça. Et puis petit à petit, donc les choses ont évolué, parce que dans leur service, ils avaient des patients aussi qui leur posaient des problèmes, et qu'à ce moment-là, ils venaient nous poser des questions. Tiens, on se trouve devant telle et telle situation, qu'est-ce que vous feriez? C'est comme ça qu'on a commencé à aller un peu dans les services pour les aider. On recevait aussi des malades en consultation qui nous ont transféré des malades difficiles et lourds qui leur posaient des problèmes. Donc toute cette collaboration, elle ne s'est pas installée comme ça tout de suite facilement. Il a fallu vraiment la développer au fil des ans. Et puis donc tout de suite mais ça on l'avait déjà anticipé, on s'est dit, puisqu'on a formé le personnel, il faudrait que tout le personnel soit formé dans tous les services, quelle que soit la discipline, parce que des malades en fin de vie, il y en a malheureusement partout. Donc on s'est mis tout de suite aussi à développer, donc avec la création du diplôme universitaire de soins palliatifs, qui a démarré assez rapidement. Et puis on allait dans les écoles d'infirmières, enfin dans les écoles d'aides-soignantes, partout un peu où on nous demandait, faire de la formation, dans les congrès, dans les journées d'études, etc. Parce que ça, c'était aussi quand même un volet important. Et puis c'est vrai qu'au fil du temps, on a vu des gens... Alors au départ, les gens qui venaient se former, c'était vraiment des gens qui étaient convaincus qu'il fallait faire quelque chose. Après, on a eu l'impression que ça devenait un peu une mode et qu'il fallait, ça faisait bien sur son CV d'avoir une formation de soins palliatifs. Donc petit à petit, on a vu quand même les choses changer. Et puis dans le même temps, on voyait aussi changer la population qui nous était adressée. C'était de plus en plus des malades très très lourds, avec des soins encore lourds. Et donc c'était impératif aussi que justement les infirmières soient aussi de bonnes techniciennes. Il ne fallait pas seulement vouloir venir ici pour le relationnel, sinon il fallait aller ailleurs, quoi. Et moi je disais toujours aux infirmières, pour pouvoir bien aborder le malade sur le côté humain et relationnel, il faut d'abord bien maîtriser la technique. Parce que si la technique envahit la relation, si elle est au premier plan du soin, la relation en est forcément perturbée. Donc ça, c'était dans mes critères de recrutement, c'était déjà ça, que ce soit vraiment des bonnes techniciennes et qu'elles aient au moins 3 ans d'expérience dans d'autres services avant de venir se frotter aux soins palliatifs. On avait toutes ces difficultés-là, à la fois les malades qui ne savaient pas où ils venaient, ou qui pensaient qu'ils venaient pour quelque chose qui n'était pas réel, ou qui pensaient qu'on allait leur proposer des traitements autres que ceux qu'on leur avait proposés dans les autres services. Donc ça a été une période un peu difficile. Et puis après, au fur et à mesure qu'on parlait de plus en plus quand même de soins palliatifs, il y avait des malades qui demandaient à venir en soins palliatifs. Mais les premiers malades qu'on a reçus, c'était plus des malades qui posaient aux équipes des problèmes justement d'ordre relationnel. Donc pour nous, c'était un peu plus facile, quoi. Et maintenant, c'est vraiment les malades qui posent des gros problèmes sur le plan technique. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de malades avec au fil du temps, on a vu de plus en plus de malades avec des gros pansements, avec des perfusions, avec des choses plus importantes. Au départ, on avait dit qu'on ne prendrait pas de patients sidéens parce qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas comment les traiter. Et puis après, on a décidé donc d'en prendre. Et ça a été aussi un grand moment parce que les patients sidéens qui nous arrivaient, ils étaient très très étonnés de la façon dont on les prenait en charge. Parce que je me souviens du premier patient sidéen qu'on a reçu. Il est arrivé donc avec des brancardiers qui étaient avec des surchemises, des surchaussures, des gants, des chapeaux. Et le malade était entièrement dans du linge à usage unique. Draps, chemises, etc. Vraiment. Et quand les infirmières l'ont installé dans son lit,
Et puis le lendemain matin, on lui a proposé un bain. Donc il a eu son bain en musique, comme ça se faisait à ce moment-là. Et les infirmières, donc, l'infirmière aide-soignante qui s'occupait de lui, et il s'est mis à pleurer dans le bain. Et donc elles étaient un peu inquiètes, elles se sont demandé pourquoi. Et il leur a dit, ça fait 3 mois que je suis hospitalisée, dans la dernière chambre au fond du couloir, et je sonne, personne ne vient. Et ça fait 3 mois que personne ne m'a touché à main nue. Et donc ça c'était... il se retrouvait un peu un être humain. Bon, mais c'est pas pour critiquer, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était la découverte du sida et ça faisait peur à tout le monde. Donc voilà, on avait eu quand même, nous, un peu une formation là-dessus, donc on savait que ça sautait pas comme ça et que c'était pas par le toucher que ça pouvait se transmettre. Donc on a vécu des choses comme ça. Après on a pris aussi des patients qui avaient des SLA, des scléroses latérales amyotrophiques. Donc ça c'est assez difficile aussi, parce que c'est des patients qui sont complètement conscients jusqu'au bout, mais qui se paralysent progressivement. Donc on a aussi, nous, finalement, fait on est avancé aussi au rythme des malades qu'on nous envoyait. Et par exemple, les patients, je me souviens d'une patiente SLA qui ne voulait pas qu'on lui fasse pas être nourrie par sonde gastrique, pas qu'on lui fasse de trachéotomie si elle ne pouvait plus respirer, mais elle ne voulait pas étouffer. Donc quand elle a commencé à vraiment plus pouvoir respirer, ça a été un accord avec elle et la famille, donc bien avant qu'on parle ni des décisions anticipées, ni des prescriptions anticipées, ni de patients référents pour le patient. Et on a décidé donc de l'endormir pour qu'elle ne se sente pas étouffée. Et puis on l'a endormie pendant 3 ou 4 jours, je crois. Et puis donc réveillée progressivement. Et en fait, elle s'est éteinte entourée de sa famille et consciente, quoi, mais pas dans une situation dramatique comme on aurait pu le penser.